je n'ai pas fait tout de suite un cursus archéologique. J'ai commencé par un cursus universitaire en maths et physique, en sciences et technologies. Et puis, je me suis rendu compte que je m'intéressais plus finalement à la connaissance des populations passées, à comprendre le présent en allant chercher des explications, en tentant d'aller chercher des explications dans le passé. Donc ça, c'était une curiosité que j'avais depuis longtemps. Et j'ai concrétisé ça simplement en me disant peut-être que je pourrais en faire mon métier. Et donc j'ai bifurqué en histoire de l'art et archéologie en deuxième année d'université, dans le cursus archéologique. La première période que j'ai étudiée, ça n'était pas non plus le Moyen-Âge, c'était le Proche-Orient ancien, puisque je m'intéressais notamment au monde biblique et à sa construction, donc les Amorites, les Hyksos, etc. J'ai fait le cursus d'études jusqu'en DEA, et puis des difficultés personnelles m'ont incité à arrêter les études, et j'ai eu mon premier contrat professionnel à Douai, à ce moment-là. Et j'ai une pensée particulière justement pour Pierre de Molon, qui m'a fait confiance à ce moment-là, qui m'a pris alors que j'étais vraiment dans ma voiture, et qui m'a mis en quelque sorte le pied à l'étrier. Et je suis arrivé sur un chantier de fouilles sur la période des âges des métaux, donc une période que je ne connaissais pas du tout. Mais en même temps, j'avais très peu de pratique en archéologie préventive, et donc je suis arrivé sur un chantier qui était dirigé par Éric Compagnon à l'époque, qui m'a véritablement accompagné justement dans la démarche d'apprentissage, de lecture d'un site. Parce que quand on est jeune, on a l'impression que c'est facile, et puis plus on fouille finalement, plus on se rend compte que c'est difficile. Force est de constater qu'au début, on ne voit rien sur un site, surtout sur les âges des métaux. Et donc il m'a vraiment accompagné pendant tout le site, et j'ai commencé ma carrière professionnelle comme ça. Et petit à petit, je me suis focalisé sur les diagnostics et les fouilles qui m'intéressait un peu plus, c'était cette construction, cette liaison, cet héritage entre le passé et le présent, qui était particulièrement bien illustré par les problématiques sur les villages médiévaux, puisqu'on a encore ces constructions-là aujourd'hui. Donc ça permettait finalement d'assouvir ma curiosité et ma passion, mon désir de recherche à ce niveau-là, de fouiller quelque chose d'actuel, mais qui prend un ancrage sur l'ancien, en tout cas un ancrage visible. J'ai fait donc mes armes à Douai, et puis je suis resté à Douai finalement 16 ans, en commençant en tant que technicien, donc avec une très mauvaise lecture sur le terrain, très mauvaise endurance également sur le terrain, et puis en faisant l'acquisition des compétences et des connaissances petit à petit, en focalisant sur la période médiévale, en prenant des fouilles, des responsabilités d'abord de secteur, de fouilles, et finalement je me suis fait la main vraiment sur le terrain au niveau de l'archéologie préventive. Ça fait 1 an que je suis chef du service départemental de l'Aisne, avec des archéologues de terrain, donc avec qui je peux discuter, avec qui on peut discuter, qui peuvent me confronter, me mettre à mal aussi sur mes propres interprétations sur le terrain. C'est très appréciable. Et ça fait 20 ans finalement que je suis dans le métier, et j'ai une évolution que je n'ai pas forcément choisie à la base, mais que je prends et que je n'arrête pas. Donc après, on verra demain. Alors le service archéologique aujourd'hui, le service archéologique de l'Aisne est habilité pour fouiller les périodes de l'Antiquité à l'époque contemporaine, donc fouille et diagnostic archéologique au cas par cas, donc une mission préventive. On réalise aussi des fouilles programmées, donc là actuellement on en réalise une justement à Samoussy sur l'endroit présumé d'un palais carolingien. Donc en fait ce sont des fouilles anciennes qui datent du premier tiers du XXe siècle, qui avaient mis au jour un palais. Et donc là, aujourd'hui, on est en train de vérifier ces données-là pour voir si on continue à explorer ce secteur-là. On a des missions, évidemment, de valorisation et de transmission. Nous avons une médiatrice au service qui assure ces missions-là auprès des publics scolaires et périscolaires, en exposition, en événementiel. Des missions qui, pour moi, sont fondamentales, puisqu'un archéologue ne travaille pas pour lui. Il travaille d'abord pour la vérité, ce qu'on découvre, comment était la réalité des populations anciennes, et puis après, il travaille aussi pour le public. Il restitue la connaissance qu'il a prélevée dans le sol. S'il n'y a pas cette donnée-là, je trouve qu'il manque un sens au métier. Donc, je développe ce volet transmission-valorisation. Transmission, c'est important, valorisation, médiation, au niveau de tous les publics, avec la médiatrice.
Et puis après, des missions classiques de conseil aux aménageurs, et d'aide aux projets de recherche locaux. Par exemple, le groupe Meul qui fouille à Saint-Michel en ce moment, on lui apporte tout le support logistique, enfin tout ce qu'on peut lui apporter en support logistique, la couverture topographique, pour lui permettre de réaliser ses fouilles dans les meilleures conditions. Donc c'est Paul Picavet qui fait ces fouilles-là. On fait la même chose avec les fouilles programmées de Coucy-le-Château, qui sont réalisées actuellement par Étienne Lalo. On fournit également du mobilier, enfin du matériel de fouille, et puis la couverture topographique, la couverture photographique avec le drone, puisqu'on a un pilote de drone au service, qui nous permet de gérer ça en interne. D'une manière générale, pour moi, tous les chantiers sont marquants, qu'ils soient négatifs ou positifs. D'ailleurs, un chantier n'est pas négatif. Ça veut dire simplement qu'on n'a pas de population à cet endroit-là. En tout cas, ou alors on ne l'a pas vu. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des beaux chantiers qui mettent en évidence des vestiges un peu particuliers. Alors, je pense à 3 chantiers récents, 2 abbayes, l'abbaye Saint-Vincent-de-Lans, qui est une abbaye prémontrée, qui a été diagnostiquée l'année dernière par Étienne Lalo, qui a révélé un site absolument extraordinaire en termes de conservation. D'ailleurs, le site est classé un monument historique, donc on ne peut pas faire quoi que ce soit sur ce site-là sans fouiller. Les sous-sols également. Une autre abbaye, la Chartreuse de Bourfontaine, qui est une abbaye complètement reculée, qui existe encore pour partie. Alors, on a un bout de l'église qui est encore debout, mais en ruine. On a des bâtiments qui ont été rénovés à l'époque moderne, suite à la réforme mauriste, comme beaucoup d'abbayes du reste du département, d'une manière générale. Et puis des éléments un peu particuliers qui ont disparu. Par exemple, on sait que cette abbaye-là a été construite par Charles de Valois, donc au début du XIVe siècle, et il y a construit son palais aussi, enfin sa résidence, pour venir ici, pour se détacher des affaires du monde courant, comme il le dit lui-même. Donc l'idée, c'était un peu de rechercher aussi les appartements du roi, enfin, en tout cas le palais royal. Et puis un autre site qui est assez intéressant et qui va renouveler aussi en partie des données, c'est le diagnostic sur la place du général Leclerc à Laon, qui nous a permis de mettre en évidence, alors il faut encore une fois, je parle avec beaucoup de prudence, beaucoup de précaution, le rapport est en cours également, qui semble avoir mis en évidence une occupation antique au niveau de la place du général Leclerc et qui prend à peu près toute la surface du diagnostic. Alors c'est très intéressant puisque à Laon, on avait des éléments, des indices d'une occupation antique. On sait qu'il y en a une, on a retrouvé très peu de vestiges. On avait du mobilier, des fragments de tébula par exemple. Mais là, on a ce qui ressemble à un niveau d'occupation vraiment assez large, assez vaste, qui s'étend. Un petit bâtiment semi-excavé, donc des choses bien concrètes, et des silos. Des choses bien concrètes qui montrent une occupation plutôt rurale. Alors, on ne serait pas à l'intérieur du rempart, si tant est qu'il y en a un à l'époque antique pour Laon. Le rempart serait un peu plus loin, mais on serait à l'extérieur du rempart, mais sur le plateau. Donc c'est un diagnostic qui, en termes scientifiques, est tout à fait intéressant pour apprécier l'histoire de la ville de Laon, l'histoire du territoire de la ville de Laon avant qu'elle soit créée, pour être précis. Tout sur la connaissance de la ville, d'une manière générale, avant les fouilles archéologiques donc, qui ont été entamées dans les années 70 par Pierre de Molon et Étienne Louis, sur le site de la Fonderie, qui est le site emblématique d'initiation de la connaissance archéologique à Douai. On avait des connaissances qui étaient simplement des connaissances de savants locaux. Donc il y avait Georges Espina, par exemple, ou Henri Pirenne, qui avaient élaboré des propositions de développement et de construction de cette ville. Douai est une ville médiévale, c'est une ville qui n'existait pas avant. Avant, le centre économique se situait plutôt à Lambre, donc toujours sur la Scarpe. Et il a migré à Douai, suite à des querelles politiques et de territoire, simplement. On a coupé les vivres de Lambre au niveau de Douai, au niveau de la Scarpe, ce qui fait qu'il n'y avait plus de bateaux qui allaient jusqu'à Lambre, et donc le centre économique s'est développé sur Douai. Et ça, c'est une construction qui s'est faite au Moyen-Âge. Et donc, toutes les fouilles qui ont été faites, alors j'ai pas en tête, mais c'est plusieurs dizaines d'hectares, enfin c'est assez conséquent quand même, il y a eu de nombreuses fouilles. Toutes les fouilles ont permis de mettre en évidence finalement cette évolution par rapport au centre de Douai, qui est la Fonderie, Saint-Amé pour le centre religieux, et puis la Fonderie pour le centre du pouvoir.
Et puis le côté de l'Ascarpe pour le Portus. Alors je parle d'un Portus avec beaucoup de précautions, parce que c'est mentionné dans les textes anciens, mais en l'occurrence, on n'a pas encore retrouvé de traces archéologiques suffisamment éloquentes pour affirmer avec certitude qu'on avait un Portus là. Mais enfin, il y avait quand même un débarcadère, quelque chose qui faisait qu'on débarquait les marchandises. Et c'est vraiment les fouilles donc, qui ont permis, avec ce puzzle d'opérations, de pouvoir proposer ou de pouvoir apprécier une certaine forme d'évolution de la ville de Douai et de pouvoir prendre conscience que cette ville-là, finalement, n'a pas été créée, comme le proposaient par exemple Georges Espinat et Henri Pirenne, par une espèce de graduation d'occupation, donc depuis le 7e siècle, qui s'est aggloméré petit à petit, mais plutôt une fondation un peu plus récente du 10e siècle, et qui a petit à petit attiré les populations en son centre. Et ça, on le voit notamment au niveau des fortifications, puisque les premières, il y a eu 3 lignes de fortification à Douai, mais ça, j'avais présenté un petit peu l'esquisse des recherches dans le cadre du PCR sur les fortifications des Hauts-de-France. La première fortification est vraiment une fortification qui enserre le noyau urbain de Douai, sans laisser de place, donc vraiment quelque chose qui colle à l'habitat. Et puis la deuxième, on est sur une fortification hors de proportion, avec des zones vides qui vont rester vides encore d'ailleurs pour la 3e fortification jusqu'au 19e siècle, des zones en pâturage à l'intérieur de la ville. Et on voit là que c'est probablement ce phénomène d'attractivité qui a fait en sorte qu'à un moment donné, les échevins, ou le comte de Douai ou les échevins vont vouloir agrandir le périmètre défensif pour permettre aux populations de venir et peut-être de voir un peu grand de cet agrandissement de périmètre. Donc on a là, en quelque sorte, une trace d'une volonté politique, finalement, qui colle peut-être pas à la réalité, mais qui explique pourquoi Douai est une ville qui est restée longtemps avec des éléments creux. Et toutes les fouilles, les parties explorées ont montré que, mais c'est pas propre à Douai, mais là c'est particulièrement éloquent, que tout l'habitat s'est vraiment concentré au niveau des rues. Et on a une évolution en étoile à Douai. Alors qu'on a eu une enceinte qui est vraiment de forme globalement ovale, hein, mais donc qui ne colle pas du tout à l'habitat. C'est assez intéressant. Donc ça, ce sont vraiment les fouilles. Alors après, je ne parle pas de l'habitat, de l'évolution quartier par quartier, puisqu'on a beaucoup de lacunes encore. Enfin, on avait beaucoup de lacunes quand on a travaillé dessus, mais on voit aussi que des quartiers s'implantent plus tardivement, mais comme dans toutes les villes, d'abord à l'extérieur du rempart, et puis à un moment donné, elles sont intégrées dans le rempart, puisque le rempart s'élargit. Ou alors des quartiers qui sont à l'extérieur des remparts, mais quand même munis d'une enceinte parce qu'il y a une paroisse, par exemple. Je pense au quartier Notre-Dame, par exemple, qui est un quartier qui était en saillie du rempart du XIIe siècle. Donc qui faisait un petit peu une excroissance sur le rempart, un peu extraordinaire. À Douai, comme la collégiale Saint-Amé, par exemple, beaucoup moins l'église Saint-Pierre, qui était aussi sur la place, sur l'une des places centrales de Douai, qui nous ont montré à chaque fois des éléments très particuliers. Donc sur les collégiales Saint-Amé, c'était vraiment une problématique d'édifices religieux, très complexe comme site, j'aurais beaucoup de mal à en parler, c'était sous la direction d'Étienne Louis. Mais sur le palais de justice, ce qui était très intéressant, c'est qu'on avait fouillé un emplacement qui se situait juste en bordure de la Scarpe. Donc on avait le mur de la parcelle là où on allait construire le palais de justice et la Scarpe juste derrière. Ce qui d'ailleurs était un peu pénible à fouiller puisqu'on avait l'eau qui arrivait. Mais en fait, on était sur une grève, tout simplement. Ce qu'on a interprété comme une grève d'embarcation et de débarcation. Et on avait trouvé des grands fours, alors avec aucun mobilier, des grands fours qu'on avait interprétés comme des fours à sel, puisqu'on était dans la rue des Sauniers, en fait l'ancienne rue des Sauniers, donc des fabricants de sel. On savait que plus loin dans la rue, on avait un entrepôt de sel. Et ça nous a permis d'explorer un peu, donc avec Étienne lui aussi, qui avait travaillé sur les archives, sur le sel, et moi plutôt sur la partie archéologique, d'explorer un petit peu ce pan artisanal un peu méconnu de la ville de Douai, et puis de participer au projet de recherche qui avait eu lieu sur le sel, avec Armel Mas et Gilles Priot. Voilà. Donc c'était très intéressant. Donc ça nous a donné un petit aperçu finalement d'un atelier d'artisanat, de chauffage de sel,
c'est pas quelque chose pour le Moyen-Âge qu'on trouve tous les jours. Alors par contre avec aucun mobilier, hein. Tout a été a priori coulé, on imaginait qu'on avait des poêles en plomb, c'était ce qui était utilisé, des grands bacs en plomb pour faire chauffer le sel, le raffiner. Tout ça, ça a sans doute été réutilisé, on n'avait vraiment aucun mobilier. Mais les fours à sel étaient assez particuliers. Alors pour moi, mais c'est très personnel, les plus belles découvertes sont celles que je n'attends pas quand j'ouvre un site. Par exemple, pour le site de l'île au Béguinage à Oby, on a fouillé un site qui était un site avec des parcelles d'habitat, et on a trouvé, au bout de 6 mois de fouilles, lors d'un deuxième décapage, une nécropole mérovingienne. Quelque chose qu'on n'attendait absolument pas, qui n'avait été pas vu au diagnostic, parce qu'on n'avait pas diagnostiqué cette zone-là. Donc ça, pour moi, ça c'est des belles découvertes, parce que c'est quelque chose qui révolutionne finalement, qui alimente, qui renouvelle un peu la vision qu'on a sur un site. Donc l'île au Béguinage en est un exemple. Il y a aussi, alors là c'est plus au niveau du mobilier archéologique, quand on a fouillé donc avec un collègue la chapelle orientale de la collégiale Saint-Amé, on a découvert, dans ce qui semblait être un substrat en place, mais qui ne l'était pas, des céramiques entières d'Andenne, donc une importation qui vient de l'Est, qui sont tout à fait exceptionnelles. Alors 3 céramiques, dont 2 complètes. Et je me souviens, on a dû les voir juste lors du prélèvement et de la mise en sac. Elles ont complètement disparu après dans le bureau de Pierre de Molon et Étienne Louis, qui se sont empressés de les recoller, ou en tout cas de les restaurer, parce que c'est une découverte exceptionnelle. Alors j'étais jeune archéologue, donc je ne connaissais pas trop la céramique, donc ça nous avait semblé, c'était bien, hein, mais on n'avait pas apprécié la dimension de cette découverte-là. Donc encore aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose auquel je pense avec beaucoup de sourire. L'archéologie, c'est la mémoire de l'homme.